Quand on pense à la vie dans un château médiéval, on imagine peut-être des images romantiques, des chevaliers vaillants, de magnifiques salles de banquet remplies de nourriture et de musique, de belles princesses regardant depuis de hautes tours. La réalité était cependant beaucoup plus rude. Imaginez-vous vous réveiller tôt le matin dans une chambre en pierre d'un château. Vous voyez votre propre souffle dans l'air glacé. Les murs de pierre sont froids au toucher. Et dans un coin, vous ne voyez qu'une faible bande de lumière passant par une petite fenêtre. Ce n'est pas un château de conte de fées, c'est la réalité médiévale, où le confort et le luxe cèdent la place à une défense solide et à des conditions strictes de l'époque. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi la vie quotidienne dans un château médiéval n'était décidément pas idyllique. Vous entendrez des histoires de froid dans les salles de pierre, d'obscurité perpétuelle, d'hygiène précaire et d'absence totale de vie privée auxquelles les gens dans les châteaux devaient faire face. Nous parlerons également de ce que l'on mangeait dans ces châteaux et des dangers qui guettaient leurs habitants. Enfin, nous relierons ce passé ardu à notre présent et réfléchirons à ce qu'il dit de notre confort actuel. L'un des plus grands ennemis des habitants des châteaux était le froid omniprésent. Les châteaux étaient longtemps bâtis en pierre et en bois, sans isolation moderne. Les murs épais en pierre résistaient efficacement aux ennemis, mais en hiver, ils étaient lents, mordants de froid, et en été, ils maintenaient l'intérieur frais, parfois désagréablement. Chauffer de vastes chambres ou salles n'était pas chose aisée. Le feu ne brûlait que dans certaines pièces, généralement dans la principale salle de banquet dotée d'une cheminée. On chauffait seulement certaines parties du château. Par exemple, au château de Bezdez, seule une pièce avec une cheminée était chauffée, tandis que la grande salle adjacente restait entièrement froide, presque comme à l'extérieur. Les habitants passèrent donc souvent directement d'une pièce agréablement chauffée à un couloir glacial ou à une salle peu accueillante. Il n'y avait pas de chauffage central ni d'isolation efficace dans les châteaux. Aussi fallait-il lutter contre le froid de manière improvisée. Les vêtements superposés étaient une nécessité. Dans les peintures de l'époque, on voit la noblesse vêtue de riches robes de velours et de fourrure, sous lesquelles il y avait plusieurs couches de chemises en lin. Ces vêtements ostentatoires avaient une fonction pratique, garder leurs porteurs au chaud. Les souverains les plus riches faisaient installer des lambris en bois sur les murs et les plafonds, créant ainsi une couche isolante contre le froid. Les murs étaient ornés de tentures, de tapisseries ou de fourrures suspendues, non seulement pour embellir les espaces, mais aussi pour empêcher un peu le froid de pénétrer à travers la pierre. Malgré cela, de nombreuses pièces restaient glaciales. Les poêles en faïence, considérés comme le summum du luxe à la fin du Moyen-Âge, étaient rares et ne chauffaient les pièces que légèrement. Selon les estimations des historiens, la température hivernale dans les chambres princières dotées de poêles restait autour de 10 degrés Celsius, ce que nous considérons aujourd'hui comme très froid. Les seigneurs et les dames des châteaux faisaient donc installer des rideaux et des baldaquins autour de leur lit, pour conserver un peu de chaleur autour du lit. La nuit, ils dormaient sous des amas de fourrure et de couvertures, et pourtant, ils se réveillaient souvent transis de froid. Les domestiques étaient encore plus mal lotis. Ils passaient souvent la nuit dans la cuisine ou au-dessus des écuries, où le feu et les animaux réchauffaient. Mais même là, il ne faisait pas très chaud en hiver. L'hiver dans un château n'était donc pas seulement une saison, mais un sentiment constant tout au long de l'année. Dans cette vidéo, vous découvrirez dans un instant qu'à ce froid s'ajoutait un autre ennemi du confort, l'obscurité et la pénombre qui régnaient dans les chambres du château. Les châteaux médiévaux somnolaient dans l'obscurité. Les murs de pierre étaient certes solides, mais ne laissaient pas passer la lumière, et les fenêtres étaient petites. Les bâtisseurs faisaient délibérément des ouvertures étroites pour les fenêtres, non seulement pour des raisons de défense, mais aussi pour éviter que la précieuse chaleur ne s'échappe de l'intérieur. De plus, le verre était un bien de luxe au début du Moyen-Âge. Aussi, les fenêtres étaient souvent vitrées seulement partiellement, ou pas du tout. Au début, on utilisait à la place du verre des peaux animales tendues, ou du parchemin.
une membrane semi-transparente qui laissait passer un peu de lumière, mais sans être aussi translucide que le véritable verre. Ce n'est que plus tard que sont apparues de petites plaques de verre, souvent de forme ronde ou losangée, insérées dans des grilles de plomb semblables aux vitraux des églises, bien que beaucoup plus simples et plus petites. De telles fenêtres n'éclairaient qu'un espace restreint. Ainsi, la majorité des intérieurs des châteaux étaient plongés dans la pénombre même de jour. Les rayons de soleil pénétraient à peine à l'intérieur, et dans les salles vastes, les coins restaient dans l'ombre. L'éclairage dépendait du feu. La principale source de lumière était un feu ouvert dans la cheminée ou sur un grand foyer central dans la salle. Le soir, lorsque le soleil se couchait, les flammes dansantes dans la cheminée projetaient sur les murs une lumière vacillante orange, une ambiance certes mais faible. Se promener dans le couloir la nuit nécessitait une torche ou une lampe. Cependant, les torches étaient enfumées, goûtaient de la résine et ne duraient pas longtemps. Les lampes à huile ou les lanternes fournissaient peu de lumière et nécessitaient un remplissage constant. Les bougies en cire d'abeille étaient très chères et servaient principalement lors des services religieux dans la chapelle. Avoir de nombreuses bougies pour un usage quotidien serait aussi cher que brûler des billets de banque dans chaque pièce de nos jours. Les habitants moins aisés devaient se contenter de bougies en suif bon marché qui sentaient teint mauvais et noircissaient fortement les plafonds. Dans un instant, nous révélerons comment à l'inconfort du froid et de l'obscurité s'ajoutait un autre aspect de la vie de château. Une hygiène insuffisante et une odeur omniprésente. Pour un être humain moderne, il est difficile d'imaginer les conditions d'hygiène sans eau courante, sans canalisation et sans savon à chaque coin de rue. Rien de tout cela n'existait dans un château médiéval. Les latrines, appelées alors prévosties, n'étaient que des niches avec un siège au-dessus d'un conduit dans le mur par lequel les déchets tombaient à l'extérieur. Dans le meilleur des cas, une telle prévostie débouchait dans le fossé du château ou dans une fosse profonde. Certains châteaux possédaient des systèmes ingénieux de drainage. Nous avons des mentions de châteaux où l'eau de pluie conduite depuis les toits aidait à évacuer les déchets des prévosties dans le fossé. Pourtant, même dans ce cas, les fossés finissaient par se remplir d'excréments et émettaient une odeur insupportable. Plus le château était grand et plus la cour était nombreuse, plus il y avait de déchets produits et plus l'odeur était désagréable dans l'enceinte. Un château abritant 50 ou 150 personnes produisait une énorme quantité de déchets. Sans canalisation moderne, l'odeur était inévitable. Le nettoyage de ces fosses était une tâche en soi. Le contenu des prévosties devait être enlevé de temps en temps, et ce travail ingrat revenait aux serviteurs les plus bas, souvent appelés gang farmers en Angleterre, ceux qui vidaient manuellement les latrines du château. Nous pouvons imaginer à quel point cela était difficile et peu hygiénique. Transporter des seaux de déchets la nuit et les déverser loin des murs du château. Il n'est pas étonnant que parfois, l'odeur des excréments parvienne à pénétrer même dans les zones résidentielles. Les gens de l'époque croyaient que l'odeur elle-même pouvait causer des maladies, la théorie dite des miasmes. Paradoxalement, ils essayaient donc de prévenir les mauvaises odeurs. Les seigneurs de château veillaient à ce que leurs demeures sentent bon autant que possible. Le sol des chambres était parsemé d'herbes aromatiques, comme la lavande ou le thym. Ces plantes parfumaient l'air et étaient censées repousser les insectes. Le sol était couvert de paille fraîche ou de roseaux qui absorbaient les saletés et étaient changés de temps en temps. Cela aidait au moins à améliorer un peu l'environnement. Quant à l'hygiène personnelle, il était impossible pour les habitants des châteaux de se baigner quotidiennement. Un bain était un processus laborieux et long. Il fallait chauffer beaucoup d'eau, la verser dans un grand baquet en bois et, après le bain, vider le tout et ranger le baquet. Les nobles plus riches prenaient un bain seulement à l'occasion, surtout lors d'événements festifs. Ils se lavaient habituellement dans un bassin, en se rinçant les mains et le visage ou en s'essuyant avec un chiffon humide les parties intimes. Le savon était connu, fabriqué à partir de suif et de cendre, et le linge était lavé, mais il n'y avait ni les conditions, ni les habitudes pour se frotter quotidiennement le corps. Les vêtements étaient portés longtemps, sans être lavés.
Les chemises de lin portées dessous étaient lavées assez souvent, mais les vêtements en laine ou en soie portés au-dessus étaient simplement aérés et secoués. Malgré certains efforts de propreté, nos sens identifieraient probablement un château médiéval comme un endroit sale et odorant. Les murs retenaient l'humidité, et la moisissure prospérait surtout dans les coins non chauffés. Une telle moisissure sur la nourriture ou les murs était alors considérée comme une banalité à laquelle on ne prêtait guère attention. Le pain moisi était coupé et mangé. L'homme accueillait également d'inévitables compagnons que constituaient les insectes et les parasites. Dans les salles des châteaux, on trouvait des puces, des punaises de lit, des poux, et on ne pouvait s'en débarrasser complètement. Les habitants des châteaux luttaient contre cela en lavant le linge, en aérant les fourrures ou en fumant des herbes. Mais quelque chose restait toujours. Celui qui dormait dans une chambre commune pleine de gens se réveillait souvent avec des morsures d'insectes. C'était aussi l'un des désagréments courants. Il existe également des archives d'accidents drastiques. En 1184, lors d'un parlement de la noblesse à Erfurt, le sol de la salle de banquet s'est effondré dans la fosse septique, emportant des dizaines de seigneurs dans les excréments. Une telle tragédie montre que même l'assainissement était une question de vie ou de mort. Dans un château médiéval, l'hygiène et la propreté ne répondaient largement pas aux normes actuelles, et séjourner dedans pouvait souvent virer au cauchemar. Bien que tout cela semble terrible, les habitants des châteaux souffraient non seulement de froid, d'obscurité et de saleté, mais aussi d'un manque presque total de vie privée. Nous allons maintenant pénétrer dans des chambres bondées et des salles communes où il était impossible de fuir l'autre. Si vous appréciez votre espace personnel et votre coin tranquille, vous seriez confronté à une rude réalité dans un château médiéval. L'intimité était le plus grand luxe, et presque personne n'en avait suffisamment. La majorité des habitants du château, du seigneur au dernier valet, vivaient constamment ensemble. Le seigneur du château et sa famille occupaient souvent seulement une ou deux pièces. À l'origine, au début du Moyen Âge, même la noblesse ne possédait pas chacun sa propre chambre. Toute la famille dormait ensemble dans une seule salle. Et même plus tard, lorsque les châteaux se sont agrandis et que les premières chambres séparées sont apparues, cela ne signifiait pas encore l'intimité au sens où nous la concevons. Par exemple, la dame du château, comtesse ou reine, avait souvent sa chambre chauffée et lambrissée de bois, où elle restait avec ses dames de cour. Elle n'y était toutefois pas seule, partageant le lit avec ses plus proches compagnes, et souvent avec ses jeunes enfants. Le seigneur du château avait généralement la chambre voisine, où ses pages, écuyers, ou son serviteur, y entraient et y sortaient librement. Chaque matin, la chambre des souverains s'animait avec l'agitation. Le personnel alimentait le feu, apportait des bassins d'eau, et habillait le seigneur ou la dame. Les serviteurs personnels devaient constamment être à proximité des nobles pour les assister en tout, y compris des tâches aussi intimes que le fait de revêtir leurs sous-vêtements ou de se baigner. Ainsi, un noble ne pouvait pratiquement pas profiter d'un moment de solitude, à moins qu'il ne parte à cheval. Et même là, il était généralement accompagné de membres de sa suite. Au château, il y avait toujours quelqu'un pour le surveiller ou le servir. Et les autres ? Les chevaliers et gardes, en période de paix, dormaient souvent collectivement dans une chambre commune ou une salle de garde dans la tour. Ils dormaient sur de simples couchages en bois, tous ensemble comme dans une caserne. La nuit, ils devaient se relayer pour les gardes, et dont leur repos était court et interrompu. Les serviteurs de rang inférieur, des garçons de cuisine aux palefreniers, n'avaient même pas de lit permanent. Ils devaient se coucher là où il y avait de la place, sur un banc dans la salle, sur un drap au sol, dans le foin au-dessus des écuries. Un château pouvait en effet avoir des dizaines de pièces, mais la plupart étaient utilisées pour le fonctionnement, le stockage ou pour loger le personnel noble et militaire. Il restait à la domesticité chaque coin disponible. De plus, les serviteurs devaient être debout tôt le matin, pour allumer le feu, apporter de l'eau et préparer le petit déjeuner. Leur sommeil était donc court et haché. La vie médiévale ne connaissait guère le concept de vie privée. Ce que nous jugeons aujourd'hui intime, l'hygiène, les conversations familiales, parfois même la vie conjugale,
se déroulait souvent devant tout le monde, ou du moins avec la conscience qu'une servante se tenait juste derrière le rideau. Les gens étaient habitués à vivre en communauté. Le château fonctionnait comme une grande maison commune, où tout le monde se croisait en permanence. La société médiévale était ouverte à bien des égards, et moins sensible à la nudité ou aux manifestations corporelles. Mais pour nous, spectateurs modernes, la présence constante d'autres personnes sans possibilité d'évasion serait très désagréable. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'au moins ils avaient des banquets abondants dans les châteaux, s'ils n'avaient rien d'autre. Ils avaient de quoi manger et boire, non? Cependant, comme nous allons le voir dans un instant, les repas dans un château avaient aussi leur côté sombre, et cela ne signifiait pas que personne ne souffrait de faim ou de maladie. La cuisine de château était le cœur de la forteresse, et aussi l'un des endroits les plus animés et les plus ardents. La nourriture dans le château variait considérablement selon le statut social. Les seigneurs nobles apprécièrent des festins opulents. Ils se régalèrent de gibier chassé, sangliers, cerfs, lièvres, et de mets insolites comme du paon rôti ou du cygne, le tout en guise de démonstration de richesse. La viande était quotidienne au menu des nobles, bœuf, porc, volaille, gibier, poisson les jours de jeûne, accompagné de diverses bouillies, de pain blanc, de friandises importées telles que figues ou amandes, et bien sûr de vin et d'hydromel à flot. Les épices, alors très chères, n'étaient pas épargnées, non pas pour masquer quelque chose, mais pour montrer à tous que le seigneur pouvait se permettre du poivre, des clous de girofle ou du safran des contrées lointaines. La salle à manger parfumait ainsi de rôtis et d'épices exotiques lors d'un banquet. À l'opposé, l'alimentation de la domesticité et des paysans était bien plus frugale. Les couches supérieures se délectèrent de gibier, de volaille ou d'agneau, tandis que la domesticité et les gens ordinaires se nourrissaient principalement de légumineuses, de bouillies de céréales, de légumes et surtout de pain. Pois chiches, gruaux, millet, choux, telle était la pitance du simple citoyen du château, qui goûtait rarement à la viande. Un serviteur dans un château bénéficiait certes d'une alimentation régulière 3 fois par jour, ce qui constituait un avantage conséquent par rapport aux paysans. Mais les portions n'étaient donc pas grandes, et le menu était monotone. Le seigneur bien rassasié, le garçon de service ou la servante devait se contenter d'une épaisse bouillie et d'un morceau de pain, tandis qu'à l'autre bout de la salle, les invités de marque se régalaient de sangliers rôtis. Mais même ces modestes rations n'étaient pas toujours garanties. Lorsqu'arrivaient les mauvais moments, comme une mauvaise récolte ou un siège ennemi du château, la faim pouvait se faire sentir. Les chroniques rapportent que durant de longs sièges, les réserves des défenseurs s'épuisaient, et ils devaient tuer et manger leurs propres chevaux, voire chasser des rats pour survivre. Tout le monde souffrait alors de la faim de la même manière, le seigneur comme les domestiques. Personne ne songeait à de somptueux banquets. Tous avaient le ventre creux en espérant un miracle. Nous ne devons pas oublier non plus la boisson. Un château ne manquait certes pas de vin et de bière, mais l'eau potable était la ressource stratégique la plus cruciale. Chaque château devait disposer d'une source d'eau potable, typiquement un puits profond dans l'enceinte, ou des citernes pour recueillir l'eau de pluie. Sans eau, la garnison ne pourrait résister que quelques jours de siège. Les gens de l'époque savaient pertinemment qu'une eau suspecte pouvait être néfaste, raison pour laquelle les châteaux étaient édifiés uniquement là où une source de qualité était accessible. En temps de paix, on buvait couramment de l'eau, mais aussi de la bière légère ou du vin. La bière était prisée, légère, avec une faible teneur en alcool, non pas parce que l'eau était toujours sale, mais parce que la bière avait bon goût et donnait de l'énergie. L'eau restait néanmoins indispensable au fonctionnement quotidien du château. En cas de siège, les assiégeants pouvaient empoisonner ou couper l'approvisionnement en eau. Il ne restait alors qu'à boire la bière ou le vin des réserves, ce qui pouvait mener à la déshydratation et à d'autres problèmes. La cuisine du château comportait aussi ses dangers. La cuisson se faisait sur le feu ouvert, dans d'énormes chaudrons, et sur des poêles suspendus au-dessus des flammes. La cuisine était surnommée « cuisine noire », à juste titre, tant le plafond et les murs étaient noirs de suie.
Le travail dans la cuisine du château était aussi ardu que périlleux. Commençant à l'aube, cela signifiait passer la journée dans la fumée et la chaleur du feu, avec le risque constant de brûlures et d'échaudures. Pourtant, le travail dans un château était assez recherché parmi les pauvres. Il garantissait un abri sûr et de la nourriture régulière tout au long de l'année. Si le serviteur dormait certes à même le sol et travaillait du matin au soir, il n'avait pas à craindre de mourir de faim, contrairement aux paysans des campagnes pouvant succomber lors de mauvaises récoltes. Nous voyons donc que l'idylle ne régnait pas à la table du château, depuis les festins excessifs à la table seigneuriale jusqu'aux modestes rations pour la domesticité et la menace occasionnelle de famine véritable. Et déjà que nous parlons de menaces, vivre dans un château comportait la présence constante des dangers des attaques guerrières, des blessures et autres risques. Dans un instant, nous examinerons quels dangers guettaient les habitants des châteaux tant à l'intérieur que hors des murs. Un château médiéval était avant tout une forteresse militaire, et cela se reflétait dans la vie quotidienne pleine de dangers. À chaque guerre, les châteaux étaient sous le feu des assiégeants. Les sièges étaient une crise absolue pour les habitants. L'ennemi à l'extérieur, à l'intérieur la peur, la faim et l'incertitude. Ils pouvaient durer des mois, chaque jour, des projectiles de catapultes s'abattèrent sur le château, et les défenseurs privèrent progressivement de nourriture. Finalement, ils devaient capituler. Les survivants étaient alors faits prisonniers ou tués, si personne ne payait une rançon pour eux. Même en temps de paix, la vie dans un château n'était pas une promenade de santé. Les chevaliers et les gardes s'entraînaient chaque jour au combat, escrime, équitation, archerie. Les blessures faisaient partie de la routine. Un simple manque de précaution lors d'un tournoi ou d'un entraînement pouvait entraîner la fracture d'un bras ou d'une côte, une commotion cérébrale ou une profonde entaille. Les soins médicaux étaient primitifs. Un chirurgien barbier pouvait être disponible avec un bol d'herbes et un couteau aiguisé, mais en cas de blessure grave ou d'infection, on ne pouvait souvent rien faire. Un accident apparemment mineur pouvait se compliquer et devenir fatal. Les dangers provenaient également de l'architecture même du château. Des escaliers en colimaçon raides, sans rambardes, causaient des chutes souvent mortelles. Les coursives ouvertes des tours étaient sans aucune protection. Une chute de cette hauteur était fatale. Les douves du château, les puits ou les réservoirs étaient d'autres risques, surtout la nuit. Le feu était une autre menace majeure. Bien que les châteaux fussent taillés de pierre, l'intérieur était rempli de bois, poutres, toits, meubles. Une seule étincelle de la cheminée pouvait causer une catastrophe. Sans pompiers, ni eau, l'incendie se propageait de manière incontrôlée, et de nombreux châteaux ont ainsi brûlé de l'intérieur. Même si les murs de pierre sont restés debout, les épidémies et les maladies ne se tenaient pas loin des châteaux. La peste au XIVe siècle n'a épargné ni nobles ni roturiers derrière les murs épais. Les soins médicaux étaient primitifs, si bien qu'une maladie grave ou une blessure pouvait être mortelle. Les accouchements étaient également dangereux. Les complications entraînaient souvent la mort de la mère, de l'enfant, voire des deux. Ainsi, même dans les châteaux, des femmes mouraient en couches et beaucoup d'enfants ne survivaient pas à l'âge adulte. Nous savons donc maintenant que la vie dans un château médiéval était loin d'être un conte de fées. Le froid, l'obscurité, l'inconfort, les dangers et le dur labeur constituaient le pain quotidien de ses habitants. Peut-être vous demandez-vous si ces personnes auraient considéré notre confort moderne comme un rêve devenu réalité. Dans la conclusion de cette vidéo, nous explorerons comment la réalité médiévale se reflète dans notre monde actuel et ce que nous pouvons en tirer. Les châteaux médiévaux continuent de fasciner par leur monumentalité et leur allure romantique. Mais quand nous réfléchissons à ce que vivre réellement en eux impliquait, nous voyons le gigantesque contraste entre une belle apparence extérieure et un fonctionnement interne rude. Cette expérience passée nous offre une comparaison précieuse avec notre présent. Pour une personne du Moyen Âge, notre vie quotidienne, une chambre chauffée autour de 22 degrés Celsius, la lumière électrique la nuit, l'eau potable et le bain chaud à volonté, représenteraient un miracle. Ce qui pour eux était un luxe inimaginable est pour nous une évidence.
Aujourd'hui, même une personne ordinaire possède bien plus d'intimité et d'espace que le plus puissant des rois d'autrefois. Un seigneur médiéval vivait entouré de monde, tandis que nous pouvons jouir de la tranquillité derrière les portes de notre propre chambre. Nos douches modernes, l'eau courante ou les toilettes avec chasse d'eau seraient un luxe inconcevable pour eux. Les personnes du Moyen Âge s'efforçaient de maintenir la propreté dans la mesure de leurs capacités, mais leur technologie et leurs connaissances étaient limitées. Il est également admirable de constater à quel point ces gens étaient résistants et inventifs. Malgré le froid, l'obscurité et les menaces dans les châteaux, ils parvenaient à vivre et à forger l'histoire. Les imposantes forteresses de pierre nous rappellent ce que nos ancêtres ont traversé, et à quel point nous sommes mieux lotis que par rapport à eux. Lorsque vous visitez un vieux château et admirez ses murs et ses tours, essayez d'imaginer ce que cela aurait été d'y vivre réellement. Cela vous fera frissonner et vous apprécierez d'autant plus pouvoir retourner dans votre maison confortable et moderne à la fin de la visite. Ce n'est pas chose évidente, c'est une réalisation de notre époque que l'humanité a gagnée au fil des siècles en s'extrayant pas à pas de l'obscurité des châteaux froids jusqu'au confort des foyers modernes. Merci de votre attention et d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je serais très heureux que vous lui donniez un like et la partagiez avec vos amis.